Notre invitée du jour de François est la présidente des figures de femmes totem, Chantal Clem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez l'organisatrice des premières assises nationales des violences faites aux jeunes filles et femmes dans les Outre-mer. Aujourd'hui a lieu le premier Grenelle contre les violences conjugales. Est-ce que cela vous rassure que finalement le gouvernement prenne le relais de votre initiative ? Alors, je ne crois pas que le gouvernement prenne le relais de l'initiative, qu'il y ait un Grenelle, c'est nécessaire. Est-ce que ça me rassure? On verra de quoi ça va accoucher. Espérons que ce ne sera pas un Grenelle du vide. Moi, la question centrale, en tout cas, qui est posée, chaque fois, nous avons des chiffres, nous avons des données, des statistiques. Il y a quand même un sacré décalage entre les données nationales et encore, si vous voulez, cette distance par rapport aux données des Outre-mer qui sont toujours pas incluses. Voilà. Dans les statistiques? Dans les statistiques nationales qui sont données. Voilà. D'accord. Donc, souhaitons que cela change. Souhaitons effectivement que nous puissions, il y a des Grenelles locaux, je sais qu'ils sont organisés dans tous les territoires, qu'on puisse accoucher de solutions qui soient des solutions justement qui ne traduisent pas ces disparités. D'accord. 101 féminicides. 101 féminicides, oui. Sachez que, par exemple, il y a eu 11, en tout cas, féminicides jusqu'au moment des assises aux Outre-mer. En Outre-mer. Oui. Donc des femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Ce sont plusieurs milliers de femmes agressées en France et en Outre-mer. Pensez-vous que ça va être un peu le Grenelle du climat ? C'est-à-dire tout le monde pense qu'il faut faire quelque chose, mais personne ne fait rien ? C'est-à-dire que, en fait, je vais répondre par cette pensée d'Aimé Césaire. Vous savez, j'ai beaucoup d'espérance. Espérons que cette espérance soit conquise, mais qu'elle ne soit pas naïve. Donc, il y a tout un travail à faire. Effectivement, les assises ont montré cette nécessité du travail, de tout ce qu'il y a à entreprendre. Mais les assises ont aussi montré, et ce qu'on ne fait pas assez souvent, malheureusement, tout le travail qui est mis en place par les associations. Et ça, c'est extrêmement capital. Donc, comme je dis, on attendra le 25, il y aura des propositions qui seront faites et nous aurons une vigilance particulière sur les propositions qui seront faites à l'endroit des Outre-mer. Alors, c'est vrai que ce Grenelle, c'était pour justement rassembler toutes les initiatives qui sont faites par ces différentes associations. C'était ce que disait Madame la ministre Schiappa. Voilà, il y a plein d'initiatives faites à droite et à gauche. Le Grenelle est là pour rassembler. Il a lieu aujourd'hui. Ministres, élus, personnalités, 80 personnes sont attendues aujourd'hui pendant 3 mois. Vous en serez ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait... Vous n'avez pas été invité. Voilà, on n'a pas été invité. Je ne vais pas blâmer la secrétaire d'État puisque le lendemain matin des assises, les assises sont terminées le 7. Le 8, elle nous a appelés via son conseiller. Elle nous a reçus via son conseiller. Nous avons fait un premier état des lieux des assises. Elle a, encore une fois, ça c'est été les propos de M. Franck Aubry qui nous a reçus pendant près d'1 heure et demie, souhaité qu'il y ait une rencontre qui soit faite rapidement avec nous pour pouvoir écouter et voir comment nous pouvons travailler dans une co-construction pour la mise en place de dispositifs. Il reste encore 3 mois, nous sommes en attente du rendez-vous. D'une invitation. Voilà. Vous qui avez organisé les premières assises nationales tout de même. Oui, mais ça montre... Oui. Permettez-moi de réagir. Ça montre aussi, peut-être encore une fois, le décalage qu'il y a entre une volonté publique, alors peut-être une volonté jacobine, je n'en sais rien, et puis aussi la réalité des territoires. Et c'est ce que nous ont fait remonter aussi, ces assises. C'est-à-dire qu'il y a un premier état des lieux qui se fait sur la réalité de ce qui est mis en place. Et aussi, dans ce Grenelle, je suis d'accord qu'on emploie des grands mots, qu'on mette en place des Grenelles et qu'on convoque, etc. Mais de quoi ça va accoucher, sur quoi nous allons... Alors, voilà. La question c'est, qu'est-ce que vous en attendez-vous de ce Grenelle? Si on prend 2-3... voilà, il y a une campagne qui a été faite, 39-19. Oui. 39-19. Alors, numéro d'appel d'urgence. Le numéro d'appel d'urgence qui est très important, très très important. Je pose une question, je suis en Martinique, chez moi, dans le sud, voilà, tranquillement, j'ai 62 ans, j'ai peut-être un peu du mal, ça vient de se faire. En général, on appelle un 39-19 dans une situation d'urgence. Ouais. Je suis totalement essoufflée, je n'en peux plus, je suis au bout, je suis peut-être dans la rue. J'ai du mal, forcément, peut-être à parler un peu français. Vous savez, j'ai un peu mon accent créolisé, que j'aime et que je maintiens jusqu'à maintenant, et que j'appelle le 39-19. Quelle est la personne qui va m'écouter, qui va comprendre la réalité du territoire? Ouais. Première carence du 39-19, les personnes qui sont payés et formés, est-ce que ce sont des personnes qui vont comprendre la problématique, la réalité, mais de toute la diversité des Outre-mer, puisque ce numéro national... Et pourquoi ils ne comprendraient pas? C'est-à-dire que, quelle écoutez, est la différence déjà, il y a le décalage horaire. D'accord. Bon, mais à ce qui paraît, c'est vers 24 sur 24, de plus en plus, ça va s'étendre. Deuxièmement, il y a des personnes qui ne parlent pas forcément français, qui parlent créole. Nous sommes d'accord? C'est une réalité quand même. Oui. Il y a des personnes qui ne vont pas dans l'urgence. Il y a aussi un contexte qui est lié aux traditions, aux coutumes que nous avons.
Est-ce que Mhm. ça sera plus facile? Vous avez un quart des personnes, enfin, vous avez ici, sur 100 personnes, vous avez 75 personnes qui n'appelleront pas le 3919. D'accord. Par rapport à cette notion de proximité Hexagone et aussi qui se Outre-mer, fait. hein, confondus. Moi, je ne vais pas parler de l'Hexagone. La situation de Non, mais je veux l'Hexagone, dire par là que la situation peut être la même. oui, oui, qu'elle puisse. La difficulté de s'exprimer en français va Non, être non, la non, même non, mais je ne veux dans pas certaines régions non, non, mais je ne de... veux pas stigmatiser. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Mm. ma chapelle. Ouais. Voilà, ce qui se passe dans l'Hexagone, en fait, j'y suis un peu Alors, détachée, mais je vais rester sur la réalité du sur le territoire. 3919, vous Peu souhaiteriez importe. qu'il y ait un 3919 par région? Ce Je serait ça? souhaiterais qu'il y ait un 3919 avec un peu plus une diversité en fait des personnes qui soient sur les plateformes d'appel, qui puissent renvoyer pour qu'on puisse Donc des choses par région. totalement, voilà, peut-être par région, pas, je ne sais pas, Par ce sera à peu bassin, de voir, d'accord. par bassin, parce qu'il y a la complexité aussi du territoire D'accord, et ça c'est d'accord. extrêmement important. Quoi d'autre? Je souhaiterais aussi, mais ça je ne peux pas te donner, qu'il y ait vraiment une plateforme pour collecter toutes les données concernant les Outre-mer. Nous avons besoin de transversalité. D'ailleurs, Mhm. l'une des propositions que nous avons faites et que nous ferons à la ministre, c'est cette mise en place de plateforme avec un répertoire concernant toutes les associations des Outre-mer, tous les dispositifs qui sont mis en place, toutes les actions qui ont déjà été mises en place et qui fonctionnent bien, parce qu'elles font un travail absolument extraordinaire, ces associations, pour que nous puissions avoir accès au même type de données en temps réel. Par exemple, souvent, je vais prendre l'exemple de l'Observatoire féminin de Guadeloupe, avec Chantal Lucin et Christiane Gaspard-Mérite, qui font un travail absolument remarquable de terrain, de recensement des données, des statistiques, pour qu'on n'ait pas à chaque fois des décalages, qu'on puisse avoir les mêmes types et avoir accès aux mêmes Alors le informations. recensement, c'est une chose parce que ça permet de mieux évaluer les besoins nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour, selon vous, de faire, de mettre en place? Alors le 3919, très bien. Le 3919, oui, D'autres là-dessus, choses. je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des campagnes de prévention, d'éducation, une meilleure prise en charge des plaintes qui ont été données, donc une formation de ceux qui recueillent ces plaintes. Sur quoi il faut agir? Alors, premièrement, Parce qu'on en parle beaucoup Mhm. et Le problème on qu'il y a, ce voit sont pas les actions, voilà. effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? La formation, mais je vais revenir plus tard sur 3919. La formation est extrêmement, extrêmement importante. Ouais. De toutes les manières, moi, vous m'invitez ici, j'en suis très contente. On a organisé les assises. Je souhaite m'effacer, c'est le travail des associations. Il y a une nécessité des associations de travailler ensemble, de mutualiser leurs actions, de créer de la transversalité. Ce projet a été créé en l'état en 2016. Vous parlez de moyens. En 2016, nous avons créé le projet avec Mme Thérèse Baïf de La Réunion. Je rencontrais Mme Nadine Karoupanin, déléguée des droits des femmes de La Réunion. En 2016, Suzy Victoria Vamuan de la Guadeloupe et Chantal, Georges Colataranto de la Martinique. Très bien, mais oui. Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu mettre en place ce projet, qui était une campagne justement de prévention avec des photos de personnes engagées pour dénoncer les violences, plus ces ateliers débat, conférences. Dès 2016, c'était fait parce qu'on n'avait pas de moyens, parce que les associations n'ont pas assez de moyens, ne serait-ce que pour prendre l'avion, pour venir ici, pour faire travailler, pour mettre des choses en place, ne serait-ce aussi pour sans cesse pouvoir financer leurs actions qu'elles mettent en place. Il y a un collectif, justement, un peu comme le vôtre, qui réclame 1 milliard d'euros pour la prise en charge de ces préventions des violences faites aux femmes. Marlène Schiappa débloque 1 million d'euros. On est loin, hein? On est très loin. Vous savez, il y avait une personne aux assises qui venait de la ville de Fort-de-France et qui disait une chose, nous avons besoin des moyens d'agir. Notre budget, c'est 0,1%. Oui. Voilà, nous sommes dans une réalité. C'est-à-dire que pour pouvoir financer, pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir créer des plateformes, pour pouvoir mettre en place, au niveau des ateliers de formation, parce que la formation est extrêmement importante. Pour pouvoir créer ces outils, ces dispositifs, il faut pouvoir les financer. Sans argent, les associations ne peuvent pas. Résultat, ça minimise et réduit leur champ d'action malgré leur bonne volonté. Et vraiment, je tiens à mettre vraiment en relief le travail de ces femmes, parce que pour la plupart, ce sont des femmes qui ont livré leur vie pour cette action. On parle de mesures. Alors, on dit qu'il faudrait débloquer de l'argent justement pour développer les centres d'accueil, les maisons d'accueil de ces femmes battues. Et j'entends aussi d'autres arguments. Est-ce que c'est aux femmes victimes de ces violences de partir, de quitter leur domicile, plutôt que de faire des interventions? Quel est votre jugement à travers ça? Est-ce qu'il faut développer justement ces mesures où on va éloigner ces femmes déjà victimes de leur domicile, de leur lieu, de leur quartier? Est-ce que c'est ça qu'il faut développer ou plutôt éloigner les agresseurs? Votre question est extrêmement intéressante parce qu'elle montre la complexité de la situation. Elle montre extrêmement la complexité de la situation. J'entendais le témoignage ce matin de monsieur qui a été emprisonné, effectivement, pour fait de violence sur sa compagne. Mais pourtant, il continue à être en relation avec cette personne parce qu'il doit pouvoir continuer à avoir ses enfants.
soit parce qu'il a été un mauvais Oui, mari, entre oui, guillemets, oui, oui. qu'il a un mauvais père. Oui. Nous sommes dans des situations extrêmement complexes. Donc, est-ce que c'est à la personne de partir dans des centres d'accueil? Peut-être que des fois, c'est la meilleure solution parce que c'est elle qui est la plus pratique et c'est elle qui permet justement de sauver une vie. C'est ce qu'il faut voir, l'urgence. Est-ce qu'effectivement, il appartient aussi à l'État de développer des dispositifs législatifs qui permettent effectivement de pouvoir agir beaucoup plus rapidement en termes de judiciarisation, pour pouvoir agir contre ces personnes qui commettent de tels faits aussi. Donc nous avons besoin de mutualisation à la fois des politiques publiques, à la fois des actions qui sont mises en place pour pouvoir accueillir, mais à la fois aussi des dispositifs à mettre en place pour pouvoir prévenir. On a 2,5% de femmes de plus en Outre-mer victimes d'agressions. C'est à peu près le ratio par rapport à l'Hexagone, je parle. Oui, c'est à peu près le ratio pour ce qui concerne, je vais dire, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, un peu la Réunion. Pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, nous sommes quand même à des taux légèrement plus élevés, oui. Est-ce que dans vos assises, et on va parler un petit peu justement de cette synthèse, de ces 3 jours de discussion et d'ateliers, on a pu évoquer pourquoi il y a ce ratio supérieur à la moyenne nationale en Outre-mer? Est-ce qu'il y a des explications à cela? Alors, il y a des explications, mais c'est vrai que je ne vais pas trop en débattre pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, premièrement, nous avons le livre blanc qui va sortir. Donc, nous avons la synthèse des travaux. Et ça, c'est vraiment un événement que nous ferons avec les associations qui va sortir vers le 20 novembre. Donc, j'espère que vous allez inviter et ces associations vont en parler. Il y a des outils aussi que nous allons présenter, qui sont des décisions que nous avons prises ensemble, des résultats de ces travaux, avec des propositions extrêmement concrètes qui sont faites. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est que, en fait, les associations ont pu, par rapport à leur territoire, montrer en fait leur point de difficulté. Est-ce qu'il y a l'insularité? Oui. Est-ce qu'il y a aussi les traditions, les dynamiques qui sont propres à chaque territoire? Effectivement, oui. Comme je vous disais, le manque de moyens, vous allez prendre la situation par rapport à Mayotte. Mayotte, c'est un hôpital. Voyez? Un hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Comment il faut réagir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place encore en termes de politique publique pour soutenir les associations, pour aider à cela? Donc nous sommes en tout cas dans cette complexité et dans cette dynamique avec le territoire qui explique certaines choses et qui aussi explique aussi peut-être le décalage, mais ça je ne vais pas faire de politique entrée en dessus, entre ce qu'on va donner et les moyens qui seront réellement accordés pour pouvoir, par rapport aux territoires les plus sinistrés, tenter de résoudre ces difficultés. Sortie de ce livre blanc, donc autour du 20 novembre. Autour du 20 novembre, sortie du livre blanc. Et des prochaines assises? Des prochaines assises 2021. Ce sont des prochaines assises que nous allons essayer d'organiser en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, oui, cette fois-ci. En Nouvelle-Calédonie. Merci Chantal Clem. C'est moi qui vous remercie d'avoir été notre invité du jour. Au revoir.